L'orateur suivant est Dominique Moll. Dominique nous parlera de parler en public. En fait, comme Étienne, comme Marc plutôt, comme Marc tout à l'heure, Dominique est coach. Et donc, il coach les gens professionnellement. Et un des aspects professionnels qui sont importants, c'est de parler en public, mais pas uniquement dans le domaine professionnel. Vous savez, moi, il m'a été amené de faire des exposés, de diriger des séminaires devant 200 personnes de diverses nationalités, tout cela en anglais. Ça s'apprend. J'étais timide. J'ai été timide, comme tout le monde d'ailleurs. Hein. Quand on est jeune, on est toujours un petit peu timide. Donc, parler en public, et c'est ce qu'un président va faire. Hein. S'il s'imagine qu'il ne devra pas souvent prendre la parole, je crois qu'il peut encore se poser des questions. Donc, Dominique va nous donner quelques trucs. Dominique, à toi. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour, Dominique. Les Rotariens anonymes. Vous allez bien? Oui. Jusque-là, ça se passe bien pour vous? Tout le monde m'entend bien, même au bout de la salle? Top. OK. D'abord, merci de me recevoir. Et donc, comme Daniel l'a expliqué, je vais tenter de vous donner quelques petits trucs pour la prise de parole en public. Mais j'allais vous poser la question, est-ce qu'à votre avis, c'est nécessaire que je vous donne quelques petits trucs pour la prise de parole en public? C'est toujours intéressant. Vous pouvez y aller. Hein. Moi, je n'aime pas trop les cours ex cathedra, donc vous pouvez très bien dire ce que vous pensez. Est-ce qu'à votre avis, vous avez besoin de petits trucs pour la prise de parole en public? Levez la main, ceux qui se disent finalement, c'est nécessaire. Oui, quand même quelques-uns. Vous me rassurez un peu parce que je vous avoue que donner une formation sur la prise de parole en public, enfin plutôt une information sur la prise de parole en public, à des Rotariens et des Rotariennes accomplis, alors on se dit, quelle est la nécessité? Parce que je sais que parmi vous, il y en a qui font ça depuis des années. Je sais qu'il y en a qui sont déjà passés par la présidence et donc on se dit que c'est peut-être pas nécessaire. Enfin, peut-être aussi qu'il y a des nouveaux présidents. Qui n'a jamais pris la présidence d'un club? Levez la main. Ah, quand même quelques-uns, donc ça aura peut-être l'utilité. Je ne suis pas sans savoir que dans votre vie professionnelle, vous avez peut-être déjà pris la parole en public. Je le sais. Je sais très bien aussi que, encore une fois, certains, sans être passés à la présidence d'un club, vous avez peut-être déjà pris la parole en public dans le cadre du Rotary, parce que vous savez qu'au Rotary, on prend souvent la parole en public. D'accord ? Mais malgré tout, je me dis, voilà, il y a peut-être quelques petites choses que je peux donner à des personnes qui débutent. Alors, je pose une autre question. Qui a peur de prendre la parole en public? J'ai vu un doigt se lever, et puis c'est tout? Pas plus? J'oserais dire de temps en temps. Vous défiez la statistique, les amis, parce que, voilà, vous défiez la statistique. À votre avis, la prise de parole en public, la peur de la prise de parole en public touche combien en termes de pourcentage? Donc, quel pourcent de la population mondiale est touchée par la prise de parole en public, selon vous? 80. 70. 70% des gens ont peur de prendre la parole en public. Et ici, je vois une personne. C'est pas normal. Alors, je vais non, mais tu as raison. Alors, évidemment, l'âge, le fait que vous ayez déjà pris la parole en public dans la sphère professionnelle, le fait que vous avez peut-être déjà pris la parole en public dans le cadre du Rotary fait que ça atténue cette peur. Mais il n'en reste pas moins que la statistique mondiale, c'est quand même 70% des gens qui ont peur de prendre la parole en public. Bon, on va voir un peu ce qu'il en est. Alors, d'abord, est-ce que c'est important de savoir prendre la parole en public? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, ça renforce la confiance en soi. On développe une pensée critique, on améliore les compétences en matière de communication, on établit de nouveaux liens sociaux, on renforce les compétences en matière de leadership. On va en parler du leadership. Ça aide à conduire le changement et ça apprend à argumenter. Ça apprend tout ça, la prise de parole en public, en vérité.
Donc c'est un exercice de style qui est quand même très intéressant parce que ça nous amène à se développer. Tout à l'heure, Daniel en parlait, il dit mais finalement j'étais timide et à force, j'ai pu apprendre à développer pas mal de choses. Et c'est vrai. Le Rotary offre la possibilité de prendre souvent la parole en public. Donc c'est une source de développement personnel extraordinaire, le Rotary. On oublie de le dire parfois aux jeunes qui rentrent. Vous savez, les formations de prise de parole en public, je donne cours, ça coûte cher. Ça coûte cher. Globalement, une formation, vous en êtes à peu près à 1 000 € pour une journée. Et vous avez ça gratuitement au Rotary. Et en plus de ça, vous pouvez vous entraîner chaque semaine. Est-ce que c'est pas bien, ça? Hein? Vous pouvez applaudir si vous voulez. C'est bien. OK. La glossophobie. Donc la glossophobie, vous voyez, 70% de la population mondiale. Et comme tu disais tout à l'heure, effectivement, là-dedans n'est pas repris l'âge. Plus on a un âge avancé, plus on a des expériences, moins ça se ressent. Mais bon, je suis obligé de faire comme si vous aviez 20 ans. Ça vous rajeunit. 20 ans, et puis voilà, vous en parlez un peu. La glossophobie, globalement, elle peut vous donner un manque de confiance en soi. On a peur du regard des autres, d'être jugé. On peut avoir un sentiment d'être isolé, seul face aux autres. On peut avoir une attention excessive portée sur ses ressentis en interne, les tremblements, le fait que l'on rougisse. Tout ça, ça peut faire peur. Alors, tout à l'heure, encore Daniel, je pense, parlait de cette volonté de recherche de performance, de placer la barre à un certain niveau. Et donc, parfois, on a envie d'être à un certain niveau. On se met tellement de pression qu'on développe de la peur, bien évidemment. Volonté de donner beaucoup trop d'informations, de vouloir convaincre son auditoire à tout prix. Et alors, parfois, on a l'impression aussi de manquer de préparation, d'entraînement. Et ça, le Rotary, il nous sert ça sur un plateau. On est souvent mis dans des situations non familières. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes dans un club, et puis on vous dit, levez-vous, présentez-vous. Ah, on n'avait pas prévu ça. Est-ce que tu aurais un petit mot à nous dire? J'ai eu ça, moi, dans plusieurs événements. Des choses où je ne m'attends absolument pas à ce qu'on me demande mon avis. Lève-toi, donne ton avis. Bien sûr. Est-ce que c'est agréable de donner son avis, de se lever sans préparation? Non. Non. Bon, on va faire un exercice. Vous êtes prêts? Oui, petit exercice. Simplement, sur un bout de papier, vous allez juste écrire votre prénom. On va le faire sympa. Votre prénom. Qu'est-ce que vous faites au Rotary? Ce que vous faites au Rotary, c'est-à-dire quelle est votre fonction? Je sais que vous allez être futur président, mais qu'est-ce que vous faites actuellement au Rotary? Comment vous envisagez votre présidence? Voilà. Et quels sont vos souhaits pour votre club? Vous voyez, c'est simple. Vous me faites ça? Je ne sais plus. Marinette. C'était quoi la troisième? Oui. Mais parce que si tu me demandes à moi, je fais tout à l'impro, donc j'oublie tout. Bon. Maintenant que vous avez fait ça, ça va, c'est pas très, très compliqué. Logiquement, tout ça, ça doit s'éroder. Je repose la question. Qui a peur de prendre la parole en public? Stress. Est-ce que pour l'instant, tu es stressé? Si je te demande de venir, est-ce que tu sens le stress qui monte? Est-ce que tu peux venir et présenter tout ça? Présenter, donc viens, juste ici, et vous pouvez l'applaudir pour l'encourager. Vous vous rappelez la question? Alors, est-ce que tu peux te présenter, dire ce que tu fais actuellement au Rotary, okay.
c'est quoi, qu'est-ce que tu envisages pour ton club? D'accord. Quels sont tes objectifs? Je t'en prie, vas-y. Donc, je m'appelle Christophe. Je suis membre au club de Braine-l'Alleud 1815. Je suis trésorier, donc j'en ai pas encore marre du chiffre. Donc, je vais devoir former le prochain trésorier. Je suis également membre de la commission jeunesse. Et je pense qu'un des objectifs pour la présidence, c'est de faire un club dans lequel on peut s'épanouir, créer des liens d'amitié et simplement travailler sur nos compétences professionnelles et les mettre au service de nos actions. Et je pense surtout ce qui est très important, et c'est quelque chose qu'on a déjà cité, c'est la camaraderie. Voilà. Donc ce sont des objectifs ou des soft skills, je vais dire, que j'ai envie de fixer pour l'année prochaine, en dehors des projets concrets sur lesquels on va travailler. Mais j'ai surtout envie de travailler sur la camaraderie. C'est très bien, vous pouvez l'applaudir et tu peux rester là un instant. Il a plutôt bien fait ça pour quelqu'un de stressé. C'est vrai? Ok. Comment tu te sens? Encore plus stressé. Encore plus stressé. À quoi est-ce que vous avez pu remarquer qu'il était stressé? Main dans les poches et autre chose? Un balancement. Un balancement de son corps. Et puis à un moment donné, il s'est figé. Ouais. Il ne bougeait plus. C'est tout à fait normal. Donc ce que je suis en train de dire ici, tout ce qui va suivre, c'est constructif. Je veux dire, je suis passé par là, je pense que l'ensemble d'entre nous, nous sommes passés par là, mais c'est très bien, hein, tu t'en sors très bien, mais c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas inné que de se retrouver face à une assemblée et prendre la parole en public, ok? C'est une assemblée qu'on ne connaît pas beaucoup. Et qu'on ne connaît pas, ok? Philippe. En plus. Ce n'est pas toujours simple. C'est encore plus compliqué. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, vous pouvez encore l'applaudir. Qui veut encore faire un essai? Ça ne se précipite pas quand même pour des gens qui n'ont pas peur, hein. Vous pouvez applaudir. Très bien. Félicitations. Vous pouvez l'applaudir. Tu peux rester là. Comment tu te sens? Stressé. Comment tu le sens en interne que tu es stressé? Les mains sont moites. Tu as... Est-ce que par exemple le poids des regards, ça joue un rôle? Et il l'a bien fait. Il l'a bien fait. Ah, ah, voilà, tu es déjà passé par le système formatif. En tout cas, c'est très très bien. Merci beaucoup. Alors, ce que je voulais vous dire, je vais parler après de l'aspect non verbal. Je ne vais pas vous prendre, je vais pas prendre énormément de temps pour ça. Je voulais vous dire ceci, c'est que la base de la base, lorsque vous faites des interventions, peu importe laquelle, hein,
voyez-vous aussi en dehors de votre club. Donc imaginez, voilà, moi je ne suis pas dans mon club, là, je suis au niveau du district, d'accord? Vous êtes maître de votre communication. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Vous êtes maître de votre communication. Qu'est-ce que ça veut dire je suis maître de ma communication? Moi, par exemple, j'ai eu des échanges avec Benoît. Ça fait 2 jours qu'on a des échanges ensemble sur le PowerPoint, l'incrustation des vidéos, demander un micro comme ceci, parce que pour moi, par exemple, vous ne me verrez pas avoir d'un côté ceci et de l'autre côté un micro. Pourquoi? Parce que je souffre d'un trouble neurologique au niveau de la main gauche qui ne me permet pas d'avoir une grande dextérité. Donc j'ai des tremblements. Tout le monde croit que je suis nerveux, mais en réalité c'est neurologique. Donc je ne sais rien faire là-dessus. Ce qui veut dire pour que je sois à l'aise, je dois en amont travailler avec les personnes, par exemple, qui gèrent la communication. Ici, par exemple, c'est Benoît. Donc j'ai certaines exigences. Autre chose, je me suis déjà retrouvé dans des clubs rotariens où on me dit « Ah Dominique, tu vas intervenir, tu vas prendre la parole, etc. » Et puis je me retrouve là, dans une soirée, table ronde, j'ai la moitié des convives qui me tournent le dos. Est-ce que vous croyez que c'est super ça? Non. J'ai même été faire des animations dans des clubs où les gens étaient en train de manger pendant que j'étais en train de parler. Est-ce que c'est correct ça? Non. Donc, je suis maître de ma communication, c'est-à-dire c'est moi qui sais exactement ce que je veux et ce que je ne veux pas. Par exemple, je veux qu'on m'écoute. C'est normal. Je pense que si vous faites une intervention quelque part, c'est la moindre des choses, c'est que vous soyez écouté. Si vous ne travaillez pas en amont, ça ne peut pas marcher. Donc la première chose que vous devez vous dire si vous êtes stressé, c'est qu'au départ, c'est vous les maîtres de votre propre communication. Ça se travaille en amont. Ici, la petite démonstration que j'ai fait avec vous, c'est quoi? C'est de vous prendre au dépourvu et de vous dire ben, venez. Mais ce n'est pas vous qui êtes maître de votre communication, c'est moi qui vous l'impose. Donc fatalement, ça augmente le stress. Par contre, si je suis maître de ma communication, c'est déjà un peu plus cool, c'est déjà un peu plus serein. Qui s'est déjà retrouvé ici dans une situation où il a dû prendre la parole en public, au sein du Rotary, hein, on va rester au sein du Rotary, où finalement, bah, ce n'était pas top parce qu'il s'est retrouvé dans une situation un peu comme la mienne. Qui a déjà rencontré ça? Tu peux en parler un instant? Donc, effectivement, c'était une table comme celle-là, où l'écran se trouvait là, et donc c'est comme si la moitié... Ah, pardon. Voilà, donc je disais, c'était une grande table comme celle-ci, l'écran se trouve là, je suis ici en train de faire ma présentation, et la moitié des convives me tournent le dos ou sont obligés de se faire un torticolis pour suivre. Effectivement, ça ne met pas dans une situation de confort où on est... Je veux dire, les gens se fatiguent vite, et donc on sent qu'à un moment donné, la conférence, elle ne va pas bien se terminer, puisque les gens n'ont ras le bol de se faire un torticolis. Donc voilà, mais les circonstances du local faisaient qu'on ne savait pas faire autrement. Donc, conclusion, ton objectif, c'était quoi? C'était d'écouter et de faire passer un message. Est-ce que ce message a pu passer correctement? Pas à 100%, non. Pas Voilà. à 100%. Et ça, c'est très désagréable. Effectivement. Donc ça doit nous faire réfléchir, nous aussi en tant qu'organisateurs, j'en profite, hein, je fais passer certaines choses qui parfois m'horripilent, ça doit aussi nous inciter, nous en tant qu'organisateurs, lorsque nous recevons des orateurs, de donner la possibilité à ces orateurs et à ces oratrices d'avoir un confort. Et ce n'est pas toujours le cas. Et c'est le protocole, on est bien d'accord. Okay? Donc voilà. Il y a autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, ici, je vous ai imposé quelque chose. D'accord? Mais si vous avez vraiment peur, pour pouvoir travailler en amont, je vous dirais, il faut travailler votre type de discours. Vous savez quand même qu'un discours n'est pas... Enfin, tous les discours ne se ressemblent pas. Donc, je vais juste vous parler très rapidement de 6 types de discours différents. Ça peut peut-être vous aider, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Est-ce que vous êtes bien d'accord que les discours ne se ressemblent pas? Hein? Oui. Bon. On va parler d'un premier discours. Je ne fais pas dérouler le PowerPoint pour l'instant. Je vous l'ai dit, parce qu'il y a de l'écriture, etc. On les fait un peu comme ça.
Le premier discours, c'est un discours solennel. Qu'est-ce que ça peut être qu'un discours solennel? Tout à fait. Un discours solennel, c'est un discours, je dirais, un peu plus sérieux. Vous mettez par exemple à l'honneur quelqu'un. Okay, c'est un discours solennel. Vous parlez par exemple d'un membre, ça peut être lors d'une intronisation, mais ça peut être aussi parler d'un membre d'honneur, peu importe, où vous êtes invité dans une soirée et vous devez de toute façon, encore une fois, mettre à l'honneur quelqu'un. C'est un type de discours, c'est un peu plus sérieux. Okay, à votre avis, ça doit être composé de quoi ça, un discours solennel? Si vous voulez mettre à l'honneur quelqu'un. Écoutez bien, bonnes informations. Et puis, bien sûr. Mais bien sûr. Tout à fait. Tu vas adapter. OK? Mais bien sûr, donc on est bien d'accord, tout ça s'adapte, mais ça se travaille en amont. Moi, je suis en train de vous dire ça pour pouvoir gérer votre stress. Mon but, c'est de vous dire, vous êtes maître de votre communication, donc pour pouvoir gérer votre stress, préparez ça un peu en amont. On est bien d'accord. Donc le discours solennel, bah oui, c'est mettre quelqu'un à l'honneur, c'est avoir les bonnes informations, c'est aussi parler de certaines anecdotes, si vous parlez d'une personne en particulier, mais effectivement, alors je vais parler de quelque chose qui m'est arrivé. Moi, mon intronisation, excuse-moi Hervé, mais tu n'étais pas encore là, mon intronisation au club de Fleurus, ça valait de l'or. Tout ce que je n'aurais pas dit de moi, ils l'ont dit. Je me dis, mais comment on peut être aussi à côté de la plaque? C'est dingue. Ils ne m'ont même pas demandé à moi comment je voulais être présenté. Donc un discours solennel, c'est effectivement la bonne information et pas l'interprétation que je fais de quelque chose. Ça se prépare. Donc ça, c'est un type de discours. Pourquoi? Parce qu'autrement, on met très mal à l'aise la personne. Moi, je ne savais plus où me mettre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Jamais? Ben, je ne vous le souhaite pas. Moi, ça m'est arrivé. Voilà. Alors, un autre type de discours qui se prépare en amont, c'est le discours persuasif. Alors, c'est quoi un discours persuasif? Alors, tu veux faire passer un message, mais il y a quelque chose et d'engager, et donc de persuader les gens. Moi, je parlerai de quelque chose, encore une fois, désolé, aujourd'hui tu vas en prendre. J'étais anciennement membre de Fleurus, qui est un très bon club, hein, c'est pas le problème. Mais bon, voilà. Je parle quand même de ça. Le persuasif au Rotary, vous savez quand même que parfois il faut persuader. C'est pas évident quand même d'engager les troupes derrière, surtout quand c'est quelque chose d'un peu innovant. D'accord? De quoi ça doit être composé, un discours persuasif? Un argumentaire en béton. Logiquement. Après, je vous parlerai de quoi. Qu'est-ce que j'ai dû faire passer comme message? Quoi d'autre? Un argumentaire en béton. Des statistiques s'il y en a. Des chiffres. Tout ce qui fait sérieux. Vous savez, hein, les chiffres, ça fait toujours très sérieux. Quand vous prenez une brosse à dents Oral-B, c'est parce qu'on vous a dit qu'il y avait 80% de la plaque bactérienne qui était éliminée par... Voilà, il y a un gars qui est payé pour porter un costume de scientifique qui vous dit ça, mais vous dit 80%. 80%. C'est de la statistique, ce sont des chiffres. Il faut que ce soit sérieux. Alors moi, je vais vous parler de mon discours persuasif. C'était pour Zoom. Zoom. En son temps, bien avant le Covid, j'ai voulu amener dans mon club Zoom. On m'a dit, mais tu vas tuer le Rotary. Pas mon club, hein, le Rotary. Pourquoi? Zoom allait changer la face du Rotary. Les gens ne se rencontreraient plus. Il n'y aurait plus d'amitié rotarienne, vous vous rendez compte?
Donc, il a fallu batailler ferme, hein, amener des arguments, etc. Et puis, le Covid est arrivé. Et là, tout le monde était bien content de savoir manipuler Zoom. Mais donc, le persuasif, c'est ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le faire à l'impro. Vous devez arriver avec quelque chose qui soit quand même ficelé. Et vous préparer à quelque chose, c'est la contradiction, évidemment. Donc, vous devez déjà prévoir vos arguments. Okay. Quand vous entendez persuasif, alors moi, mon papa, il a fait toute sa carrière chez Nestlé. Et donc, il vendait des mousses au chocolat, notamment. Et il me disait, il était chef d'un entrepôt, il me disait, regarde, lui, il vend beaucoup de mousses au chocolat. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il aimait bien la mousse au chocolat. Et l'autre, il vendait du riz au lait, beaucoup plus parce qu'il aimait bien le riz au lait. Donc, le discours persuasif, c'est quelque chose, vous ne pouvez le faire que si vous êtes convaincu. Si vous faites du persuasif parce qu'on vous a dit d'être persuasif, c'est vous êtes convaincu de quelque chose, alors vous pouvez persuader votre auditoire. Okay? Parce que vous pourriez mettre de la statistique, si vous n'êtes pas persuadé, ça n'ira pas. Donc, c'est important aussi de pouvoir le faire comme ça. Un discours plus informatif, qu'est-ce que ça peut être? Et vous en faites, hein? Ça peut être une conférence. De l'information sur quoi, par exemple? Par exemple, de ce qui se passe au district, des nouvelles, je sais pas moi, des nouvelles procédures, ça peut être de l'informatif. Ça peut être aussi, on reçoit, j'en profite, on reçoit des nouveaux membres. Est-ce que vous avez dans votre club, par exemple, des informations qui sont prévues pour les nouveaux membres? Oui? OK. Leur donner de l'information correcte sur ce qu'est le Rotary. Attention, hein, de l'information correcte sur ce qu'est le Rotary et pas sur ce que je crois être le Rotary. C'est encore totalement différent. OK. Donc, l'informatif, c'est même chose, avoir des informations justes, objectives, rationnelles, et pas simplement dire « Oh, tu vas voir le Rotary, c'est bien, c'est de l'amitié, et puis c'est cool ». Non, il y a pas mal de choses. Et vous savez que parfois au Rotary, on est très fort pour tout ça. Hein. Moi, quand on m'a vendu la fonction d'ADG, on m'a dit « Oh, ADG, c'est pas grand-chose. » Hein, pas grand-chose, ADG. Bah non, bien évidemment, t'inquiète pas, tu vas faire ça facilement, bien sûr. C'est pas comme ça. Donc, avoir vraiment un discours bien construit sur ce qui est de l'ordre de l'information. Alors, le discours démonstratif, c'est un discours que vous allez utiliser lorsque vous voulez faire quoi? Démontrer quelque chose, c'est-à-dire c'est de l'acquisition de compétences. Quand est-ce que vous faites ça, à votre avis? Quand est-ce que vous pourriez faire ça? C'est un peu ce que moi je mélange tout ici. Mais c'est quoi le démonstratif? Voilà. Quand est-ce que vous allez pouvoir faire ça? Oui, mais avec un but qui est de savoir se servir de quelque chose. Par exemple, le fonctionnement de Zoom, le fonctionnement d'une commission. C'est amener des compétences. Okay? Donc ça aussi, si vous ne manipulez pas vous-même, alors je sais que ça va, vous allez me dire qu'aujourd'hui je parle beaucoup de Rotary négativement, mais ce n'est pas le cas, c'est simplement des choses que j'ai pu relever. Il y a 2 ans, je me retrouve, je ne vais pas citer, mais je me retrouve dans un événement rotarien où on dit « Ah, vous allez voir, on a une super plateforme qui est censée régler plein de problèmes. » La plateforme ne fonctionnait pas. On est mal. Donc pendant 40 minutes, on était là en train de se dire « Merde, ça ne fonctionne pas ce truc. » Et c'était censé simplifier la vie des personnes qui allaient se servir de ça. Ça pose problème. Donc, qu'est-ce que ça demande? Une grosse préparation. Donc, on en revient toujours au même en amont. La préparation pour que ce soit top lors de votre intervention. Alors, je vous rassure, il n'y a pas que ça, il y a aussi du divertissement au Rotary. On peut s'amuser. Par exemple, nous, dans notre club, on se meet up, on fait beaucoup la fête. Donc, nous, on a
notre protocole, Marinette, qui va passer à la présidence, eh bien, voilà, mettre de l'ambiance, avoir le bon mot, que ce soit sympa, ça aussi, c'est du Rotary. Et pour terminer, vous avez un discours qui serait plus un discours, je dirais, engageant, visionnaire. Discours visionnaire. Qu'est-ce que ça peut être, ça? C'est quoi un discours visionnaire? Un changement, une anticipation. Et qu'est-ce qu'il vous faut pour ça? Il faut parler vrai, il faut parler éthique, et il faut avoir une attitude. Comment voulez-vous que des personnes adhèrent à une vision si vous-même, vous n'êtes pas animé? L'enthousiasme, évidemment, tout ça, ça se traduit. Donc, il n'y a pas que le fond, et c'est ça que j'essaie, je vais y arriver. Il n'y a pas que le fond, il y a aussi la forme, on va la voir. C'est-à-dire que le fond, dans le fond, c'est la structuration de votre discours en amont. Et c'est déjà ce qu'il faut faire pour être moins stressé et pour que votre communication fasse mouche. On espère. Mais il n'y a pas que ça. Il y a votre attitude. Évidemment, qui va jouer un rôle. Qui, ici, a déjà eu l'occasion de voir des personnes qui ont un fond extraordinaire, c'est-à-dire que ce qu'elles disent, c'est super intéressant. Mais qu'est-ce que c'est ennuyeux à écouter? Qui a déjà eu cette expérience? 2, 3, 4. Ah, les mains commencent à se lever. Oui. Ben oui, il y a des gens qui ont un fond extraordinaire. Mais c'est très compliqué. J'ai quand même déjà assisté à des réunions statutaires où on vous dit « Aujourd'hui, nous recevons professeur émérite en… » Et puis la personne prend la parole et je vois tout le monde en train de piquer du nez. Et tout le monde, à la fin, applaudit en disant « C'était extraordinaire ». Vous pourriez répéter? Non, on ne sait plus. Pour rien vous cacher, bientôt, je vais organiser un événement où j'ai besoin de quelqu'un, d'un orateur ou d'une oratrice. On m'a fait des propositions, d'ailleurs je pense à Stéphanie, fait des propositions. Et Stéphanie, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, le fond est bon, mais est-ce que tu as déjà vu la personne prendre la parole en public? Parce que je me fous complètement de savoir si le fond est bon uniquement, je veux savoir si la personne, pendant 40 minutes, elle va réussir à tenir son auditoire. Ça, c'est important. Si tout le monde pique du nez, ça ne va pas. Donc, ça aussi. Pourquoi je mets l'accent là-dessus, à votre avis? Et pourquoi c'est important d'avoir de l'intérêt? Parce que si vous amenez des jeunes recrues dans votre club et que vous faites passer des orateurs qui sont ennuyeux, qu'est-ce qu'ils font les jeunes professionnels? Ils se barrent. C'est ma façon à moi de faire le mix avec la commission professionnelle. Désolé, vous savez que voilà, je suis la présidence de la commission professionnelle au district. Donc je ramène ça, évidemment, aussi à ça. C'est intéressant, tout ça est lié d'une certaine façon. OK? Pardon. Tout ça, alors vous aurez le PowerPoint, vous pourrez regarder, il y a plus d'explications. Moi, je passe ça rapidement. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions à me poser? Pas de questions? Sûr? Vous piquez du nez? Vous n'oseriez pas dire l'inverse. Hein? OK. Et sachez que c'est quand même très compliqué. Logiquement, vous êtes victime de ce qu'on appelle la fatigue postprandiale, c'est-à-dire après avoir mangé, c'est très difficile. Et d'après ce que j'ai vu, c'est moi qui ai l'intervention la plus longue. Hein? Compliqué. Comment, après avoir mis tous ces critères en avant, on peut s'assurer dans sa préparation qu'on est en fait OK? Parce qu'on est encore tout seul, on n'est pas encore devant le public. Ben, écoute, déjà voir dans ton club s'il y a des personnes, tu sais, il y a des personnes qui ont peut-être l'habitude de construire des discours de cet ordre-là, peut-être te renseigner à qui peut t'aider. Et effectivement, ça, c'est la construction d'un discours. Se faire aider, oui, mais aussi s'entraîner, j'imagine. Ah oui,
Ça, ce serait le top, évidemment. C'est que tu puisses réunir une petite équipe et le faire. Maintenant, moi, je vous donne un petit truc quand même. Merci de ta question. Merci. Bien sûr, la petite chose pour pouvoir remédier à ça, et en fait, tu anticipes quelque chose dont j'allais parler. Vous filmez. Vous filmez. Vous avez tous un PC ou un smartphone. Filmez-vous. Et vous vous filmez et puis vous regardez si ça va, si vous êtes, si c'est bien, si vous êtes attractif, si tout ce que vous aviez à faire passer, ça passe. Mais regardez si vous êtes attractif. Si vous n'êtes pas attractif, regardez ce qui ne va pas et hop, on reprend. Et puis il existe des coachs. Voilà. Vous pouvez faire appel. OK. Commission professionnelle. L'importance de prendre la parole en public. Alors, jusque-là, je suis resté très classique. Maintenant, je sors du classicisme. D'accord ? Pourquoi c'est important de savoir prendre la parole en public au Rotary ? Alors, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, mais vous allez voir que pour moi, prendre la parole en public, c'est bien plus que simplement lire un discours. D'ailleurs, je vous conseille, sauf si vraiment ça ne va pas, de ne pas lire. Hein. Vous pouvez lire, mais animer. Voilà, c'est ça que je veux dire. Animer. Être un animateur. Un animateur. Qu'est-ce qu'on entend dans animer ? C'est quoi animer ? L'étymologie. Anima. Oui, c'est donner le souffle, donner la vie, donner la forme. Oh, il faut que ça donne envie, que ce soit engageant. C'est ça, c'est de l'animation. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si vous prenez ça de manière très très classique, ça peut être fastidieux, vous ne tenez pas l'auditoire. Or, il faut tenir un auditoire. Okay ? Donc, devenez l'animateur que vous êtes. Et pour moi, l'animation égale attraction. Je me positionne toujours en tant que président de la commission professionnelle. Désolé, je reviens avec ça. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent dans des clubs Rotary qui se disent « c'est ennuyeux ». Pourquoi ? Trop classique. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait faire les animations en short, hein, moi, hein, ni qu'il fallait mettre de la musique à tout bout de champ pour pouvoir faire une animation, mais si on n'est pas bon animateur, ça pose un problème. Rendez-vous compte, et il faut, je pense, sortir un peu de nos clubs, aller voir d'autres clubs, peut-être même des business clubs, désolé d'en parler, qui font de l'animation et qui disent, voilà, un peu à l'américaine, j'exagère un peu, mais que ce soit un peu motivant. Donc, animation égale attraction. Et pour créer l'attraction, eh bien, il va falloir jouer sur un registre qui est votre communication non plus verbale, mais votre communication non verbale. La communication non verbale, c'est un ensemble d'interactions entre une ou plusieurs personnes dont la particularité est de ne pas utiliser de mots pour faire passer un message. Donc, le silence, c'est de la communication. OK ? Eh oui, un regard, c'est de la communication. Une attitude, c'est de la communication. OK ? Donc, on va passer un peu en revue tout ça. « 7% pour le cerveau humain, globalement, donc les mots représentent 7% de ce qu'un cerveau humain retient. 38% le ton de la voix, 55% le non-verbal. Il suffit parfois d'écouter des gens pour se rendre compte à quel point c'est vrai. Moi, je me souviens avoir été voir, donc j'avais assisté donc à une conférence avec Paul Magnette, et à un moment donné, il dit, mais alors quelque chose qui est complètement... il n'y a rien, il n'y a pas de fond. J'ai rien contre Paul Magnette, hein, mais il n'y a pas de fond. Au moment où il parle, il n'y a pas de fond. Et j'entends deux dames qui disent, c'est intéressant quand même ce qu'il dit. Hein. Ah bon ? Je me demande avec quoi elle réfléchissait. Voilà. Tu vois ? Donc, c'est vraiment, ça n'avait pas de sens. Ce qu'il était en train de dire n'avait pas de sens. Mais il faut savoir, alors je vais vous en citer une qui est très connue, c'est De Gaulle qui dit, écoutez bien, la France est au bord du gouffre. Il est grand temps qu'elle fasse un pas en avant. Tout le monde a applaudi.
Pourtant, si vous écoutez ce qu'il dit, vous dites, tiens, il y a un problème. Donc, évidemment, le non-verbal, évidemment que ça va avoir une importance. Et vous le savez que ça a une importance. Donc, on va reprendre un peu, rapidos, tout ça. Juste quand même un peu d'histoire. L'étude du non-verbal, ça a commencé avec Kennedy et Nixon. Vous connaissez l'histoire? Non? Qui connaît cette histoire-là? Très rapide, hein? La première présidentielle filmée, ok, et qu'on va retrouver sur les écrans de télévision, donc les Américains ont pu regarder ça de chez eux, c'est entre Kennedy et Nixon. Bon, vous voyez Nixon avec son mouchoir blanc, là, en train de... hein, tout le monde donnait Nixon gagnant. Pourquoi? Parce que le programme était apparemment mieux, parce qu'il avait plus d'expérience politique, parce qu'apparemment on lui prêtait plus de charisme, plus de poids, etc. etc. Bon, l'histoire a montré que ce n'est pas lui qui a gagné, c'est l'autre. Et quand on a posé la question à l'Américain moyen, mais pourquoi vous avez voté Kennedy? Est-ce que c'est son programme? Est-ce que c'est le point Intel qui vous a fait pencher pour... Mais non, c'est parce qu'il avait plus d'aisance. Parce qu'il était plus ouvert, parce que lui n'utilisait pas un mouchoir hein, blanc comme ça. Et c'est ça qui a défini les votes en France. Chirac, j'en profite, Jean-Marie, je parle en France, Chirac, il n'y avait pas mieux pour taper sur le derrière des vaches. Au salon de l'agriculture, il savait comment taper sur le cul des vaches, excuse-moi, pour rallier quoi? La France rurale. On savait que directement, il remontait dans les sondages. C'est du non-verbal. OK? Donc, le non-verbal, c'est votre attitude. Alors, encore une fois, je vais très vite, mais votre attitude, elle va déterminer beaucoup de choses. Votre sens de la résilience, votre motivation, votre adaptabilité, vos espérances, votre fougue. Est-ce que vous avez envie ou pas d'être là? Et on le sait tous. Imaginez un jeune qui cherche de l'emploi et qui est comme ça. Bonjour, monsieur. Vous auriez de l'emploi pour moi? Qu'est-ce que tu dis? Dresse-toi, gamin. Apprends à regarder les gens dans les yeux, serre la main d'une certaine façon. On est bien d'accord? C'est du non-verbal. Donc, est-ce que ça a à voir? Mais bien sûr que ça a à voir. Donc, travailler là-dessus me semble important. Là-dedans, le rôle de la mode, je vais pas parler de mode, mais je parle des vêtements en règle générale. On adapte par rapport à son auditoire. Aujourd'hui, je savais que j'étais face à des gens classieux. J'ai sorti la cravate. Parce que, savez-vous que moi, on m'a souvent dit, c'est pas une blague, hein, toi, je t'aime bien parce que tu portes la cravate. Tu es un garçon sérieux. Voilà. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire. On doit s'adapter par rapport à notre auditoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous représentez le Rotary en dehors de votre club et que vous allez voir, par exemple, une jeune start-up, comment on s'habille? En fonction. Un jeans, vous voyez, on s'habille en fonction. Pour essayer justement, parce que traduit les vêtements? Justement, ce que vous voulez faire passer. Si vous voulez faire passer quelque chose d'extrêmement strict, élitiste, etc., portez un 3 pièces, cravate. Okay? Si vous voulez montrer que vous êtes adaptable, que vous connaissez la jeunesse et que vous vous intéressez à ça, il faut vous adapter. Donc, ça joue un rôle, effectivement. Le registre de la voix. J'ai écouté mon ami Philippe, qui a une voix très posée. On voit que c'était quelqu'un qui fait du théâtre, je pense. Hein. La voix, elle est posée, etc., etc. Et évidemment, ça joue un rôle. Si vous parlez extrêmement vite comme ça tout le temps, ça va poser un problème. Si on parle trop lentement comme ça va poser un problème. On a tous eu des professeurs comme ça à l'école. Hein. Allez, maintenant vous allez prendre votre cahier de classe. Hein? Vous voyez, c'est irritant. Il y a quelque chose de l'ordre de l'irritation. Donc, quand vous vous filmerez votre voix, apprendre à la poser, apprendre à respirer. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous parler de tout ça aujourd'hui. Mais oui, tout ça s'analyse, c'est du non-verbal, c'est-à-dire en dehors des mots, la prononciation, la tonalité, le débit de parole, le volume sonore, la passion, les pauses, les répétitions, et ça joue un rôle. Alors peut-être demander conseil à Philippe, prenez des cours de théâtre, hein, si vous avez le temps de le faire. Et si vous n'avez pas le temps, eh bien, entraînez-vous à tout ça. Alors, les expressions du visage. Il faut savoir que nous avons le visage le plus expressif de toute la création. Notre visage est capable d'avoir 10 000 types d'expressions différentes. 10 000.
Mais à l'œil nu, nous arrivons à en voir 21. Et il y en a 7 qui sont universelles. Ok, là, vous voyez 6, mais le mépris est universel aussi. Ok, donc, c'est intéressant, les expressions du visage. Alors, à votre avis, quand on communique, le visage, il doit être comment? Quand vous parlez, Joyeux. En équilibre avec le message. il doit être en relation avec ce que vous êtes en train de dire. Parce que si vous parlez de quelque chose qui est, par exemple, très marrant, mais que vous êtes comme ça, alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très intéressant et de très engageant. Vous avez l'impression que je suis engageant, moi, en faisant ça? C'est compliqué. Ok, donc, vos expressions faciales, et là, je rejoins ce que tu disais auparavant, ça traduit vos émotions. Pouvoir adapter les émotions, ne pas être figé dans votre façon de communiquer. Donc là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les expressions faciales. Encore une fois, je n'ai pas le temps, mais quand vous regardez, quand vous filmez, regardez si vous êtes expressif. Quand il faut sourire, on sourit. Quand il ne faut pas sourire, on ne sourit pas. Lorsqu'il faut être concentré, on est concentré. Lorsqu'on est surpris, on est surpris. Lorsqu'on a un doute, on a un doute. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est être finalement en relation avec tout ça. Là, j'ai repris quelques éléments du non-verbal. Mais le non-verbal, c'est aussi l'effet de halo. Qui connaît l'effet de halo? C'est quoi l'effet de halo? Vous ne savez pas? Regardez. C'est une personne sainte. Pourquoi? Parce qu'elle a un halo lumineux autour d'elle, la fameuse auréole. C'est un biais cognitif. Un biais cognitif, c'est une distorsion que nous avons tous dans le cerveau. C'est-à-dire, on prend un point de détail et on l'extrapole. L'effet de halo, vous l'utilisez, il est là. Votre insigne, c'est l'effet de halo. Il fait partie de quelque chose, lui. Un costume, petit insigne comme ça il doit faire partie d'une organisation, d'une caste, ça doit être quelqu'un d'important, etc. C'est ça l'effet de halo. Okay, j'ai pris un point de détail, je l'extrapole, c'est pour ça qu'on a des insignes. Okay, entre autres, ça sert à ça. Mais ça, c'est l'effet de halo aussi, ne vous méprenez pas. Regardez, des personnes du Rotary qui se rencontrent dans des endroits fun, dynamiques, où on peut Instagrammer. Vous voyez? Ça, c'est l'effet de halo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis invité au Rotary. Ah mon Dieu, il y a un endroit pour faire des photos. Ah, c'est cool. Ça veut dire que le Rotary, parce que j'ai vu ça, je lui attribue une notion de fun. Parce que je vois qu'il y a des insignes, je me dis, waouh, ça doit être des personnes importantes. Okay, l'effet de halo, c'est aussi du non-verbal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que faites très attention où vous invitez les gens. Je sais qu'Olivier, qui est là-bas, dirait pas le contraire quand j'ai été voir leur club, de leur dire, vous allez faire du networking, choisissez bien l'endroit où vous allez faire le networking. Ils l'ont très bien fait. Ils ont choisi, Olivier, tu peux en parler, un endroit qui est comment? Un endroit qui est convivial, jeune, où il y a néanmoins une place réservée pour pouvoir avoir des dialogues avec les gens qui viennent nous rendre visite, mais en même temps qui est ouvert, où le parking est très, très facile. Et je vais leur rendre service, je vais leur faire la pub. Si jamais vous voulez savoir quel est cet endroit magique, c'est le Huggies Bar qui se trouve là-bas de l'autre côté du boulevard. Voilà. Conclusion de networking. Du networking, alors nous avons, suite à ces deux networking, eu au début 2 membres de plus, et il y a 3 prospects qui, on essaye de les faire rentrer avant la visite du gouverneur, mais ça va être juste. Donc, et je peux vous dire qu'Olivier pourrait parler, je ne vais pas le laisser trop parler, parce que bon, c'est ma prise de parole, je suis maître de ma communication, excuse-moi. Mais Olivier pourrait vous parler, vous pourriez lui en parler aussi. Il sait très bien que quand j'ai été dans leur club, je leur ai dit, l'endroit va jouer un rôle, tu l'as bien choisi. Conclusion de networking, 5 personnes.
Et après, on vient me parler de problèmes de recrutement au Rotary? Comment ça, il y a des problèmes de recrutement au Rotary? Il y a un problème de recrutement ou il y a un problème de technique? Ah, bon, parce qu'il faudra m'expliquer. Hein. Et en plus, eux, ils ont essayé de me convaincre, oui, mais tu te souviens au départ, oui, mais on n'est peut-être pas dans l'endroit, mais on n'est peut-être pas dans ceci, on n'est peut-être pas dans cela. Mais finalement, de networking, 5 personnes. OK? Donc, c'est important. Je reviens. Chers amis rotariens et chères amies rotariennes, si vous désirez en savoir plus sur l'effet de halo, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page YouTube qui se nomme Facing. Et puis, vous pourrez y voir les différentes applications de ce biais cognitif. Si vous êtes intéressé par le non-verbal, vous pouvez rejoindre la communauté, comme vous le voyez, de plus de 23 000 personnes, qui s'y intéressent également. Et donc, il vous suffit de surfer, par exemple, sur les shorts, et là, vous allez avoir pas mal de vidéos concernant le non-verbal. Pour ceux qui sont plutôt branchés Facebook, même chose, vous pouvez me rejoindre sur Facing Morphopsychologie, où vous rejoignez une communauté de 12 000 personnes. Et là, je parle plutôt du non-verbal, mais aussi j'anime pas mal d'ateliers concernant la psychologie appliquée et le développement personnel. Et pour terminer, vous pouvez rejoindre aussi la communauté TikTok, voilà, qui est de 140 et des 1000 personnes, et là c'est exclusivement sur du non-verbal. Voilà, donc si vous souhaitez aller plus loin dans votre recherche concernant le non-verbal et l'appliquer à votre prise de parole en public, eh bien vous pouvez vous abonner à ces chaînes, ça me fait toujours plaisir, ça me permet de mettre un peu plus de contenu chaque jour. Merci. Maintenant, je suis toujours dans le non-verbal et je vais parler de la positive attitude théorie. Qui est là? Steve Jobs. OK? Eh bien, vous allez voir quelque chose. Voilà. Here's something you might not have noticed about Apple presenters. What do you notice about him? And what do you notice about him? And then here again. And one more time. And one more time. This is what I want you to notice. Their elbows are almost always to their sides and their hands are almost always right above their waist. They move their hands within this box right here. Ça s'appelle la position Apple. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce code de langage non verbal d'Apple qui consiste à avoir les deux pieds écartés, un peu trop écartés, les jambes un petit peu fléchies, le corps légèrement en avant et surtout, les mains et les bras qui restent dans une boîte, juste là, comme ça, et qui ne vont jamais beaucoup plus loin lorsqu'ils parlent. Ce n'est pas hasard, ils sont briefés pour ça. Toutes les personnes de chez Apple qui prennent la parole le prennent comme ça, et là je suis en train justement de tenir la même position qu'eux. La première chose que vous devez remarquer, c'est que ça a posé ma voix et ça me rend en temps normal plus sûr de moi, mais comme aussi si j'avais le temps de déposer mon information. Cette posture, c'est une posture qu'on apprend généralement dans les arts oratoires ou dans les arts de la scène que je connais bien. Apple a déjà été questionné là-dessus et n'a fait aucune déclaration sur le sujet, mais franchement, de vous à moi, ça peut pas être un hasard. Certains chercheurs affirment que ce genre de position, celle d'Apple, réduisent le niveau d'une hormone qui est associée au stress et augmenterait le niveau de testostérone. Donc on est plus calme et en même temps, on paraît plus sûr de nous. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pourriez essayer cette méthode. Jambes bien écartées mais bien parallèles, légèrement fléchies, le torse bombé mais légèrement incliné vers l'avant parce que ça montre que vous êtes impliqué, avec les bras dans ce cadre-là, et vous allez voir quelque chose d'incroyable, c'est qu'on peut duper notre cerveau. Cette position de confiance va forcément vous amener du coup de la confiance. C'est comme lorsqu'on se force à sourire et que d'un coup on devient plus souriant. Je ne sais pas si vous essayerez, mais je trouve que c'est le genre de réflexion à avoir, de se dire oui, quand je parle à quelqu'un, quand je parle en public, en fait c'est une forme de spectacle et je dois soigner mon non-verbal plutôt que d'essayer de toujours décrypter le non-verbal des autres. À très bientôt, ciao. Vous connaissez ce monsieur, Fabien Licard? Non? Voilà, c'est quelqu'un qui est très connu, qui passe régulièrement à la télévision. Et pour le coup, il ne s'est pas complètement renseigné parce qu'on sait très bien comment ça fonctionne, le non-verbal. Ça fonctionne sur quelque chose de très simple. Vous avez votre système nerveux central qui est là, votre cerveau, qui lui, si vous voulez, analyse tout le temps des situations. Okay? Et de ce cerveau, hein, de votre système nerveux central, eh bien, vous savez qu'ici, vous avez tous des nerfs qui vont partir, hein, qui vont
partout à la périphérie. Vous avez deux types de nerfs. Vous avez des nerfs qui sont efférents, c'est-à-dire vous envoyez une information. Par exemple, si ma main décide de saisir quelque chose, c'est bien mon cerveau qui dit « je veux, par exemple, saisir cet objet ». Et vous avez des nerfs afférents, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai touché quelque chose, il y a des informations qui remontent et qui sont interprétées. C'est là-dessus que ça fonctionne, le système nerveux central. Et la fameuse position d'Apple, c'est exactement ça. C'est-à-dire que parce que je décide consciemment d'adopter certaines postures, mes nerfs afférents ramènent des informations qui paraissent traduire la stabilité, la confiance en soi, etc. Donc, nous arrivons à duper notre cerveau. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un moyen de gérer son stress. Parce qu'au lieu de se poser la question, est-ce que je dois passer 30 minutes à respirer, à faire de la méditation transcendantale, à faire de l'acupuncture, à je ne sais pas quoi, vous pourriez très bien, uniquement parce que vous avez la connaissance du non-verbal, vous mettre dans des postures qui vont duper votre cerveau. Et ça, c'est juste extra. Okay? Donc, je vais vous montrer quelles sont finalement les postures que l'on devrait avoir. C'est un peu ce qu'Olicard expliquait. Lorsqu'on prend la parole en public, logiquement, on est debout et droit. Bon, parfois on est assis, je le sais, hein, mais debout et droit, c'est vrai. La stature, elle est comme ça. Alors, les genoux sont un peu pliés. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'on plie un peu les genoux? Surtout pour les dames, hein, parce qu'on m'a posé des questions pour les dames. Pourquoi il est nécessaire d'avoir les genoux un tout petit peu pliés? Pour éviter la raideur, pour éviter, notamment pour les dames, si vous prenez la parole en public avec des chaussures à talons non compensées, le corps est un peu incliné, ça tire au niveau du diaphragme et là, ça bloque. Donc, pour être plus relax, on plie un peu et on a plus d'aisance. Okay? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les pieds. Si je parle à mon auditoire, les pointes de pied, c'est vers l'auditoire. Si je suis comme ça, qu'est-ce que ça donne, à votre avis? Plutôt comme ça. Si vous me voyez parler comme ça. Fermeture, timidité, c'est pas trop. Hein? Si je lève la jambe comme ça, là, ça fait un peu bizarre. Okay? Et si je parle comme ceci, alors les amis, aujourd'hui, je vais vous parler de... Pourquoi tu rigoles? Hein? Il y a une forme de désinvolture, voilà. La pulsion est mise en avant. OK, tout à fait. Donc, je pourrais, mais on m'appelait le clown. Mon père m'appelait le clown quand j'étais gamin. Donc, effectivement, la position des pieds, ça joue un rôle. Si je dois faire passer une information, je vais vers mon auditoire. OK? Petit truc hein, pour les messieurs qui sont dans la salle. Lorsque vous parlez à une dame et que la pointe de ses pieds sont orientés vers vous, ça va, la communication est bonne. Dès que vous voyez la pointe des pieds qui fait ça, qu'est-ce que ça veut dire, mesdames? Que vous avez envie de partir. Voilà. Ouais, parce qu'il y a des tas d'applications hein, dans le non-verbal, hein, dans séduction. Alors, bien souvent, dans le non-verbal, on autorise effectivement les hommes à avoir les jambes un tout petit peu plus écartées. Alors que les dames, c'est plutôt au niveau du pli axillaire. Donc, c'est un peu plus fermé et chez les hommes, un peu plus large. Mais un peu plus large ne veut pas dire ça. Ça, c'est le policier qui vous arrête. Papier. OK? Ou le sorteur dans une boîte. Tu viens d'où, toi? Hein? OK? Donc, ça, c'est pas très élégant. Et ça montre quoi, ça? Vous avez l'impression de quoi quand vous voyez ça? C'est plus agressif. Voilà, c'est pas élégant. Pour les dames, mais même pour les messieurs, bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, je vais vous parler de la communication non verbale. Et voilà, on va passer un bon moment ensemble. Et je suis figé. Non, ça c'est croisé, on n'utilise pas. Les jambes trop fermées, toujours pour les dames, mais même pour les messieurs. Tout à l'heure, ton prénom m'échappe, c'était Christophe. Christophe, à un moment donné, c'est figé. Les jambes ne bougent plus et c'est assez serré. Et là, on se dit, aïe, 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 on est pris dans une forme de rigidité. Alors, j'ai pris cette dame, hein, vous connaissez l'actrice, c'est Desperate Housewives. Et elle jouait le rôle de Brie Van de Kamp.
Et son rôle, c'était justement une dame assez psychorigide, très traditionnaliste, hein. Et donc les jambes sont très fermées. Donc voilà, il faut avoir plutôt un type d'ouverture comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc ça participe effectivement à ça et ça joue un rôle sur notre cerveau et sur les informations que vous renvoyez à l'extérieur. Les bras croisés. Alors, bien souvent, on vous dit qu'il ne faut pas croiser les bras quand on prend la parole en public. Mais ça dépend. Ça dépend. Parfois, par exemple, si mon copain Tony il prend la parole, je peux être à côté de lui comme ça. Ce n'est pas un problème. Par contre, si je passe mon temps à vous parler avec les bras croisés, là, vous allez dire, ça manque de dynamique. Pourquoi? Parce que quand vous marchez, qu'est-ce que vous faites avec vos bras? Vous les balancez. C'est normal. Et quand vous voyez un ami, vous dites « Hey, comment tu vas? Ça va bien? Tu viens, on va boire un café. » Vous voyez les bras, comment ils font? Vous ne dites pas « Ah, ça va, tu vas bien, on va boire un café. » Donc, si vous avez envie de montrer aux gens que, bah oui, vous êtes assez ouvert, bien évidemment. OK? Et donc, les orateurs et les oratrices, en règle générale, ils ont cette fameuse position Apple, c'est-à-dire ouverture et on revient. Et ouverture et on revient. Une main d'un côté, une main de l'autre, et voilà. Et ça nous donne blablabla, 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 blablabla. OK, ça c'est une base, avec les jambes un peu écartées et on bouge. Là, ça donne quelque chose d'animé. Par contre, si je fais blablabla, 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 ça ne fait pas le même. Là, ça anime, là, ça n'anime pas. Donc, être trop statique, par exemple, derrière, comme ceci. 1 heure comme ça, c'est chaud. C'est chaud. Il faut vraiment que les autres soient dopés pour tenir le coup. Non, tu rigoles, hein. mais voilà. Donc, même les hommes politiques ne font pas un truc pareil. Ils viennent ici, ils s'appuient, ils vous font des trucs comme ça, et puis ils bougent et ils vous disent... Voilà, ils sont... Mais vous ne restez pas statique comme ça. Un jour, moi, j'ai vu un type, c'était la diplomatie macédonienne. Le gars arrive avec un PowerPoint chargé à mort, et pendant 1 heure, il est resté comme ça, Macédoine. C'était pour vendre, justement, expliquer que la Macédoine, c'était une terre d'investissement, etc. Pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de contacts, hein. C'était froid comme pas possible. Donc, ça va jouer un rôle. Plus loin encore, vous vous rendez compte quand même qu'ici, ils ont tous à peu près un même point commun. Ils regardent leur public. Tout à l'heure, Christophe l'a bien fait, et l'autre monsieur qui est venu aussi, le nom m'échappe, je ne sais plus, ton prénom, Olivier. Regardez les gens. Regardez les gens. Si vous coupez le contact visuel, c'est pour ça d'ailleurs que je... C'est froid, ça ne va pas. Donc, on essaie de garder un contact visuel pour essayer justement de persuader, de convaincre, d'amener du leadership, etc. Alors, Obama, lui, c'était un spécialiste de la communication. Moi, je vous dirais, si vous deviez prendre une référence en termes de communication non verbale, Obama, il est juste extraordinaire, hein. Vous voyez? Alors, regardez ici. Qu'est-ce que vous voyez là? Ouais. Et c'est quoi ça? L'effet de halo. Oui, c'est l'effet de halo. OK? Alors, le sourire, est-ce que c'est important? Ben oui, hein. Alors, les dames, elles sourient plus que les mecs en général. Hein, Marinette? Sourit plus. Voilà, les femmes ont une tendance à sourire plus et les hommes se disent, et je rejoins encore mon ami Philippe qui parlait tout à l'heure de sentiments. Les hommes ont cette fâcheuse impression que s'ils tirent la tronche, ils sont sérieux et donc pris en considération. Non, le sourire, c'est important aussi. Je prenais Obama, ça ne l'a pas empêché quand même d'être président. Et Trump. Oui, Trump. Alors les poignées de main de Trump, ça c'est magnifique. Ok, j'aurais des choses à vous dire sur les poignées de main. Mais donc, sourire, c'est important. Quand quelqu'un passe donc le pas de la porte de votre club, bon sang, souriez. Allez vers la personne,
soyez un peu empathique, soyez sympathique, c'est important. Combien de fois, moi, je me suis retrouvé où les gens sont... Bonjour, vous allez bien? Un tel, fonction un tel dans, une telle dans le club. Ah, c'est glacial, donc ça amène un côté plus chaleureux. Oui, oui. Écoute, je mets la flèche arrière, mais tout le temps. Écoute, tout le temps. Mais bien sûr, j'ai un truc avec Obama à la sortie d'un avion. Comparativement, Poutine et lui, il faut voir ce qu'Obama y fait. C'est juste extraordinaire. Selon la grandeur de la personne, il se met au diapason. Plus petite, plus grande, etc. Le sourire, plus fabuleux. 5 minutes? Oui. Et puis, plus militaire. Hein? OK? Alors, très vite, je suis juste dans mon timing. Voyez ce que je vous ai montré là, c'est la base. Jambes comme ceci, le sourire, balayer du regard, est plutôt ouvert, fermé, c'est déjà plus accrocheur, d'accord? Et vous pourriez ajouter certaines choses parce que parfois on me dit, ouais mais qu'est-ce que je fais avec les mains? C'est vrai, qu'est-ce que je fais avec les mains? Par exemple, si je dois convaincre quelqu'un, comment je peux faire? Si je ferme le poing, ça donne quoi si je ferme le poing? Ouais, c'est violent. Vous dites, mais en même temps, si je ne le fais pas, vous dites, tiens, j'ai l'impression que ce n'est pas assez assumé. Alors, notre ami Obama, lui, il a résolu le truc, c'est ce qu'on appelle le doigt en cloche. C'est-à-dire, c'est pas ça, parce que ça fait très... Attention, hein, attention maintenant. Hein. Voilà, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est le doigt en cloche. Et le doigt en cloche, c'est tout simple, c'est beaucoup moins agressif. Je vous remercie d'être venus aujourd'hui nombreux. T'as vu? C'est pas agressif. Je vous remercie d'être venus nombreux. Ah, c'est pas le même. Je vous remercie d'être venus nombreux. C'est pas le même non plus. Ça. Oui, c'est légèrement ouvert. Donc, ça joue un rôle. Lui, il le fait tout le temps. Et c'est une très bonne technique. Autre chose, vous avez vu Hilary, hein? Alors, bien souvent, pour les dames, parce que j'ai des dames qui me disent « Oui, mais nous, en tant que femmes, on n'est pas toujours prises au sérieux. » Mais si, vous pourrez être prise au sérieux sans aucun problème. Mais il faut savoir que pour une dame, naturellement, le poignet il a une tendance un peu à se casser. Et donc, quand une dame parle comme ceci, ça le fait moins. Pourquoi? Parce que ça va signer plutôt beaucoup de résilience, beaucoup de... Alors, c'est intéressant la résilience, mais beaucoup d'empathie, beaucoup de nuances. Hein. D'ailleurs, quand vous parlez de manière nuancée, vous avez... Ah, attention, un peu de nuance. Voilà. C'est comme les philosophes, quand ils fument, ça... Je ne sais pas ce qu'ils font avec leur clope, mais ça ondule. Les personnes qui dirigent, c'est les mains, le poignet, il est fixe. Pensez à moi pour ceux qui prennent souvent l'avion. Les hôtesses, quand elles vous font les fameux signes, là, vous voyez que c'est droit, hein, commence pas à faire des trucs comme ça. Hein. Ça doit être compréhensible par le plus grand nombre. Donc, c'est droit. Donc, lorsqu'on veut parler et donner, par exemple, du persuasif, c'est ça. Lorsqu'on veut être persuasif, mais toujours avec une touche de douceur, c'est ça. Vous voyez, et on commence à allier, mais toujours avec votre posture nickel, hein, la fameuse posture Apple. Les mains, les mains comme ceci. Je vous remercie de la question que vous m'avez posée, elle est très intéressante et je vais m'efforcer d'y répondre. Vous voyez, là, ça donne sérieux, ça. Okay, donc les mains jointes, c'est l'idée de rassembler ses idées et d'être au centre de soi-même. La prière, je suis au centre de moi-même. Okay, donc tout ce qui rejoint les mains, donc dès que vous rejoignez vos mains, ça donne toujours un côté un peu plus sérieux. Les hommes d'affaires, par exemple, c'est ça. Le parrain, vous avez déjà vu le parrain? Force et douceur. Voilà, avec la bague, Don Corleone. Voilà, ok, ça donne quelque chose de centré. Vous revenez au centre. C'est-à-dire que vous êtes capable de ne pas vous laisser dépasser et d'harmoniser vos sentiments, vos tensions intérieures. Et ça se traduit par ceci. Okay, donc c'est intéressant de le voir comme ça. Où est-ce que j'ai mis ma zapette, moi?
Mais c'est tout. Voilà, je vous remercie. Merci. Est-ce que je suis dans le timing? J'étais bon? Les questions. Voilà. Est-ce Y a-t-il que vous avez des questions? Des questions. Pas de questions? J'aimerais ajouter peut-être quelque chose. Oui. Je remarque que les gens n'articulent pas. Et donc, on ne les comprend pas. Leur message ne passe pas. En outre, ils n'adaptent pas leur voix à l'auditoire qu'ils ont. C'est un point extrêmement important. Il faut savoir que Georges est avocat. Hein. Mais je devais me faire entendre par des sourds. Mais tu as raison. Bien sûr. Bien sûr. Très important. Bien sûr. Bien sûr. Parce que le message doit passer et il passe comme on comprend. Oui, oui, tout à fait. C'est pas en parlant vite ou en escamotant les mots que l'on fait passer. Et ce que tu dis est intéressant parce qu'il faut savoir, enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a des techniques qui sont enseignées parfois dans des business schools où on vous propose de parler très rapidement pour donner l'impression que vous êtes surbooké, que vous maîtrisez la matière et que vous devez passer à autre chose. Et effectivement, en réalité, ça cache souvent un manque de maîtrise, mais c'est enseigné pour ça. Alors je voudrais compléter ça j'ai appris au théâtre, c'est de mettre des pauses. En musique, il y a des pauses. Sinon, ça devient inaudible. Vous parlez, vous faites une pause, les gens enregistrent ce qui a été dit. Il y a quelque chose qui se relaxe dans vos oreilles et c'est comme si on attendait la suite. Et lorsque ça redémarre, voilà, c'est les virgules dans une phrase. Eh bien, vos virgules, ce sont les silences. Tu as dû connaître ça en tant qu'avocat. Excellent. Voilà, merci tout le monde. Merci Philippe. Il y a Belle encore journée. une question là. Dominique. Pardon. Oui. Ouais, la vedette, on les rappelle. Juste une petite question, ça peut servir à beaucoup de monde. Comment tu gères un sniper? Un sniper dans une réunion. Quelqu'un qui serait hyper critique. Oui, tout à fait. Bah, Quelqu'un qui va chercher à t'avoir. Ça peut arriver hein, dans une réunion quand c'est un peu tendu. Quelqu'un qui va rentrer dans le lard. La première chose, tu viens de comprendre un truc. Là, je viens de donner un truc très important. La première chose que tu peux maîtriser, c'est ton corps. Donc, par exemple, lorsque je m'arrête, okay, si je dis, bah, tiens, c'est le moment des questions, tu peux remarquer qu'en règle générale, je suis là. Je suis comme ça. Les jambes sont toujours ouvertes, tu vois. Ça, c'est un peu souple. Et je suis ici. J'attends l'information. Ça a l'air bête, hein, ce que je te dis, mais j'attends l'information. Mais je suis toujours centré. Je ne réagis pas à chaud. Jamais. Je prends le temps. Et puis après, je développe l'argumentaire. Mais le fait d'être dans une posture de non-stress, tu vois, et comme tu l'as entendu, un peu de testostérone, fait que je ne subis pas les choses de la même façon. Tu vois. Par contre, si je ne suis pas dans ce genre de choses, de posture, je risque évidemment de réagir à chaud parce que je ne suis pas protégé. En fait, tes mains, ça c'est un truc que je dois vous donner. Quand on est ici, on est protégé. Ça a l'air bête, hein, mais je peux vous assurer que dès que vous êtes derrière un pupitre, vous vous sentez protégé. Lorsque vous êtes là, vous n'êtes plus protégé. Donc, c'est les mains qui protègent. C'est ça. Et tu vois, là, dans cet espace, je suis protégé et je prends le temps de recevoir l'information et d'argumenter. Voilà. Après, rentre en ligne de compte ton argumentaire, ta capacité à réagir, tu vois. Mais ça, c'est presque une garantie de ne pas te laisser dépasser par tes émotions. C'est de la gestion émotionnelle. Et énergétique en plus. Bien sûr. Je réponds à ta question. Voilà. Oui, vas-y. Merci. Ne réponds pas tout de suite. Bon, merci Dominique. Bravo pour ton intervention. Je vais essayer de prendre la positive. Vas-y.
Bon, voilà. C'était chouette, quelques tuyaux. C'est vrai que on découvre maintenant que parler en public, c'est pas évident. Ça va pas de soi, mais ça s'acquiert avec la pratique. Et donc, quand vous prenez la parole dans vos clubs, que vous soyez président ou autre chose, ben, faut savoir comment ça va se dérouler, etc. Avec Dominique, maintenant, vous avez quelques tuyaux.